Londres. Printemps de l'an 1817. La salle de bal de Grosvenor House brillait d'un tel éclat que Lady Mary Alton dut plisser les yeux en y entrant. Des centaines de bougies dans les lustres de cristal se reflétaient dans les miroirs, créant l'illusion d'un espace infini, empli de lumière, de musique et du bruissement de la soie. L'air était lourd du parfum des roses, de la lavande et des essences coûteuses, mêlées à l'odeur de la cire et de la poudre. Mary s'arrêta à l'entrée, ajustant ses gants. La mousseline blanche de sa robe était d'une propreté immaculée. La taille haute selon la dernière mode. Les manches ballons légèrement froncées aux épaules. Aucune extravagance, aucun bijou, à l'exception du modeste collier de perles de sa mère. À 35 ans, elle avait appris à s'habiller de manière à ne pas attirer l'attention, sans pour autant paraître misérable. La discrétion était devenue sa seconde nature. Lady Mary. La voix de sa cousine, Lady Elizabeth Harrington, retentit un peu trop fort. « Je suis si heureuse que vous soyez finalement venue. Je commençais à croire que vous trouveriez un nouveau prétexte pour rester à la maison. » Elizabeth rayonnait dans une robe de satin rose pâle, ornée de broderies de perles. À 28 ans, mariée depuis 6 ans et mère de 2 enfants, elle paraissait encore jeune et fraîche. La maternité et un mariage heureux lui allaient manifestement bien, et c'était suffisant pour qu'elle regarde Mary avec une certaine pitié condescendante. « Vous savez que je n'aime pas décevoir nos hôtes » répondit Mary avec un léger sourire. Sa voix était calme et douce, sans la moindre trace d'amertume. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas montrer ce qu'elle ressentait. « Oh, ma chère, mais les bals sont faits pour s'amuser. » D'ailleurs, Elizabeth baissa la voix en s'approchant. « On dit que M. Farley sera présent ce soir. Avez-vous entendu parler de lui ?» Mary secoua la tête. Elle ne souhaitait pas prendre part au commérage, mais Elizabeth avait déjà repris. « Il vient de rentrer des Indes, incroyablement riche. On dit qu'il possède des plantations de thé. Et il n'est pas marié, imaginez-vous. Certes, il a plus de 30 ans et maman dit qu'il a des idées étranges sur le mariage. Mais quelle importance, avec tout cet argent ?» Mary hocha la tête pour signifier qu'elle écoutait, bien que son regard parcourait déjà la salle. Elle voyait des visages familiers, de jeunes filles en robes vaporeuses, leurs mères avec éventails et regards sévères, des gentilshommes en fracs sombres, dansant ou conversant le long des murs. C'était un monde où elle avait autrefois espéré trouver sa place. Mais le temps avait passé, et elle n'était plus qu'une ombre en marge de cette brillante société. Elle avait 17 ans lorsqu'elle était venue à Londres pour sa première saison. On la disait d'une grande beauté à l'époque. Des cheveux sombres, des yeux gris, une silhouette élancée. Son père était vicomte, avec une fortune modeste mais respectable. Elle dansait au bal, recevait des invitations pour des promenades. Et il semblait qu'un mariage heureux n'était qu'une question de temps. Mais son père était mort subitement d'une crise cardiaque, alors qu'elle venait d'avoir 19 ans. Le domaine était revenu à un parent éloigné, laissant Mary et sa mère, avec une rente minuscule, et la nécessité de vivre chez des proches. Les prétendants disparurent les uns après les autres. Sa mère mourut 3 ans plus tard, et Mary se retrouva complètement seule. Elle ne s'apitoyait pas sur son sort. Du moins, elle s'efforçait de ne pas se plaindre. Elle avait un toit sur la tête, elle aidait Elizabeth avec les enfants, tenait la maison, jouait parfois du piano pour les invités. On la respectait. Mais le respect n'est pas le désir, ni l'amour. Et le voilà, chuchota Elizabeth en saisissant le bras de Mary. Vous le voyez? Grand dans un frac bleu nuit. Mary suivit son regard et aperçut un homme debout contre le mur opposé. Il était en effet grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres peignés en arrière. Son visage était hâlé, ce qui était inhabituel dans la société londonienne, les traits saillants, presque sévères. Il ne souriait pas en parlant avec Lord Chesterfield, et il y avait quelque chose de tendu dans sa posture, comme s'il n'était pas tout à fait à l'aise dans cet environnement. « On dit qu'il a passé près de 12 ans aux Indes », continua Elizabeth.
Il a commencé comme simple commis. Et maintenant, il contrôle la moitié du commerce entre Calcutta et Londres. Bien sûr, il n'est pas titré, mais avec une telle fortune. Mary détourna le regard. Elle n'aimait pas observer les gens comme des marchandises sur un marché. Elle savait ce que signifiait être évaluée et jugée insuffisante. L'orchestre entama une valse, et les couples se mirent à tournoyer sur le parquet. Mary se retira sur le côté de la salle, vers l'endroit où s'asseyaient habituellement les dames âgées et les dames de compagnie. Là, elle se sentait en sécurité. Personne n'attendait d'elle qu'elle danse. Personne ne la regardait avec pitié ou moquerie. Elle était simplement là. Lady Mary Alton, la voix qui résonna à côté d'elle était profonde et légèrement rauque. Mary sursauta et se retourna. Monsieur Farley se tenait devant elle. De près, il était encore plus grand qu'il ne paraissait de loin. Et ses yeux, d'un brun sombre presque noir, la fixaient avec une gravité inattendue. « Oui » répondit-elle, sentant son cœur battre plus vite. « Nous connaissons ?» ?»« Non, dit-il. Mais Lady Harrington a eu l'amabilité de me dire votre nom. Je suis Monsieur John Farley. » Il s'inclina, et Mary fit automatiquement une révérence. Son esprit tentait frénétiquement de comprendre pourquoi il s'était approché d'elle. Élisabeth avait dû lui dire quelque chose, probablement avec les meilleures intentions, mais c'était embarrassant. « Enchantée de faire votre connaissance, Monsieur Farley, » dit-elle en s'efforçant de rester calme. « Bienvenue à Londres. »« Merci. » Il marqua une pause, et quelque chose qu'elle ne put déchiffrer passa dans son regard. « J'ai entendu dire que vous étiez versé dans l'histoire de l'Inde. Lady Harrington a mentionné que vous lisiez beaucoup. » Mary cligna des yeux. C'était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre. « Oui, je m'intéresse à l'histoire, » répondit-elle prudemment. « Bien que mes connaissances soient assez superficielles. »« Je suppose que vous êtes trop modeste, » dit-il. Et les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement. Ce n'était pas un sourire, plutôt une ébauche de sourire. J'ai passé de nombreuses années au Bengale, et j'ai rarement rencontré ici, en Angleterre, des gens qui comprennent à quel point cette civilisation était complexe et ancienne. Mary sentit la tension dans ses épaules se relâcher un peu. Il lui parlait sérieusement, sans condescendance, comme si son opinion avait réellement de l'importance. « J'ai lu des ouvrages sur les grands Moghols, » dit-elle, « et sur la manière dont la Compagnie des Indes orientales a progressivement pris le contrôle du commerce. Ce devait être une expérience étonnante de vivre là-bas, de tout voir de ses propres yeux. »« Étonnante et difficile, » répondit-il. « Le climat, les maladies, la lutte constante pour l'influence. Mais oui, cela m'a changé. Après les Indes, Londres me semble trop étriquée, trop pleine de règles. » Il prononça ce dernier mot avec une légère amertume. Et Mary comprit qu'elle avait en face d'elle un homme qui ne s'intégrait pas tout à fait à cette société. Tout comme elle. « Monsieur Farley, » commença-t-elle. Mais il l'interrompit. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Le temps sembla s'arrêter. Mary le regarda, n'en croyant pas ses oreilles. Autour d'eux, la musique continuait, les couples valsaient, et quelque part au loin, quelqu'un riait. Mais pour elle, il n'existait que son regard, et cette question, absurde et impossible. Sa voix trembla. « Monsieur Farley, je ne danse plus, depuis de nombreuses années. »« Pourquoi ?» demanda-t-il simplement, comme si c'était la question la plus naturelle du monde. Mary sentit le sang lui monter aux joues. Comment pouvait-elle l'expliquer? Qu'elle était trop âgée, que personne ne l'invitait à danser, qu'elle s'était depuis longtemps résignée à ce que sa place soit le long du mur, parmi les ombres. Parce que elle prit une profonde inspiration. Parce que je ne suis pas faite pour la danse, Monsieur Farley. Je suis certaine qu'il y ait de nombreuses jeunes ladies qui seraient ravies de votre attention. C'est possible, concéda-t-il, mais c'est vous que j'invite. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, aucune moquerie, seulement une tranquille assurance. Mary regarda autour d'elle. Plusieurs personnes les observaient déjà, chuchotant derrière leurs éventails.
Élisabeth se tenait non loin, les yeux ronds de surprise. Le refuser ici, au milieu de la salle, serait impoli, mais accepter signifiait devenir l'objet de toutes les attentions, des ragots, peut-être des railleries. « Monsieur Farley, dit-elle doucement, les gens parleront. Les gens parlent toujours, répondit-il en lui tendant la main, et cela m'est parfaitement indifférent. Elle regarda sa main forte, hâlée, avec des callosités sur la paume. Ce n'était pas la main d'un aristocrate habitué à l'oisiveté. C'était la main d'un homme qui avait travaillé, qui avait bâti sa vie lui-même. Et contre toute logique, contre toutes ses peurs, Mary posa sa main dans la sienne. Un murmure parcourut instantanément la salle, comme un vent avant l'orage. Elle sentit des dizaines de regards sur elle, entendit un rire étouffé quelque part sur sa droite. Mais John Farley la conduisit sur le parquet, calme et sûr de lui, comme s'il ne remarquait rien autour d'eux. Lorsqu'il posa sa main sur sa taille, Mary tressaillit. Tant d'années s'étaient écoulées depuis qu'un homme l'avait touchée ainsi. La chaleur de sa paume traversait le tissu fin de sa robe, et elle prit soudain conscience de sa proximité. « Laissez-vous simplement guider, » dit-il doucement, et ils commencèrent à bouger. Les premiers pas furent difficiles. Mary se sentait gauche, comme si elle avait oublié comment danser. Mais John la menait avec assurance, pas trop vite, lui laissant le temps de s'habituer au rythme. Peu à peu, ses muscles se souvinrent des mouvements oubliés, et elle se retrouva à flotter sur le parquet, comme de nombreuses années auparavant. « Vous dansez à merveille, » dit-il, en la regardant dans les yeux. « Pourquoi vous priver de ce plaisir ?» Mary ne répondit pas tout de suite. « Comment expliquer que lorsque personne ne vous invite, vous cessez simplement de considérer cela comme une possibilité ? Je pensais que ce n'était plus pour moi, » dit-elle doucement. « Pourquoi ?» répéta-t-il. « Parce que vous avez 35 ans. » Elle tressaillit devant la franchise de la question. « Vous savez mon âge. Lady Harrington l'a mentionné. » Son regard ne changea pas, et je ne vois pas pourquoi cela devrait avoir de l'importance. Aux Indes, j'ai rencontré des femmes qui étaient sages, fortes et belles à tout âge. Ici, à Londres, tout le monde est obsédé par la jeunesse, comme si c'était la seule chose de valeur. Mary sentit une boule se former dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne n'avait vu en elle autre chose qu'une parente pauvre, une vieille fille digne de pitié. « Vous êtes très bon, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas bon, » objecta-t-il. « Je dis simplement ce que je vois. Vous avez des yeux intelligents, Lady Mary, et une posture fière, malgré tout. C'est une rareté dans cette société, où tout le monde ne se préoccupe que de l'apparence et du statut. » La musique ralentit, approchant de sa fin. Mary ressentit une vive déception. Elle ne voulait pas que cela se termine, ne voulait pas retourner à sa place le long du mur, dans l'ombre où personne ne la voyait. Quand le dernier accord retentit, John la lâcha, mais son regard resta posé sur elle. « Je vous remercie pour cette danse, » dit-il en s'inclinant. « J'espère que ce ne sera pas la dernière. » Avant qu'elle ait pu répondre, il se tourna et s'éloigna. Mary resta debout au milieu de la salle, sentant des dizaines d'yeux se planter en elle. Les chuchotements s'intensifièrent, et elle capta des bribes de phrases. La vieille fille haletant. « Par pitié, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. » Elle releva le menton et retourna lentement à sa place. Élisabeth se précipita aussitôt vers elle, lui saisissant la main. « Mary, qu'est-ce que c'était que ça? Comment a-t-il osé vous inviter devant tout le monde? Les gens disent les choses les plus horribles. »« Qu'il parle, » répondit doucement Mary. À l'intérieur, tout tremblait en elle. Pas de honte, de quelque chose d'autre, d'un espoir qu'elle croyait mort depuis longtemps. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard. Mary souriait, répondait aux questions, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle sentait encore la chaleur de sa main sur sa taille, entendait sa voix, calme et assurée. Tard dans la nuit, alors que la calèche la ramenait chez elle,
Mary regardait par la fenêtre les rues sombres de Londres. Les réverbères à gaz jetaient des lueurs jaunes sur les pavés humides de la rosée du soir. La ville dormait, mais elle était trop agitée pour trouver le sommeil. Peut-être n'était-ce qu'une simple courtoisie. Peut-être avait-il vraiment eu pitié d'elle. Mais dans ses yeux, elle avait vu quelque chose de plus, de l'intérêt, du respect, et autre chose qu'elle avait peur de nommer. Chez elle, dans sa petite chambre du 3e étage, Mary resta longtemps debout près de la fenêtre. La lune éclairait le jardin en contrebas, et dans la lumière argentée, elle voyait les rosiers qui allaient aller bientôt fleurir. Elle posa la main sur la vitre, froide et lisse, et ferma les yeux. 35 ans, la moitié d'une vie. Elle pensait savoir à quoi s'attendre pour les années à venir. Une existence tranquille, à s'occuper des enfants des autres, un lent effacement dans l'ombre. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Une petite fissure était apparue dans le mur qu'elle avait bâti autour de son cœur. Et la lumière s'était infiltrée, vive et effrayante. Mary ne savait pas ce qui allait se passer, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle voulait le savoir. Le matin accueillit Mary avec un ciel gris et l'odeur du pain frais montant de la cuisine. Elle s'était réveillée tôt, comme toujours, mais était restée au lit plus longtemps que d'habitude, fixant le plafond de sa petite chambre. Le plâtre blanc avec une fissure dans le coin, les simples rideaux de cretonne à la fenêtre, la commode en bois sombre, tout était si familier, si ordinaire. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Le jardin en contrebas était humide de rosée matinale. L'herbe brillait sous la faible lumière. Le jardinier travaillait déjà près de la haie du fond, taillant les buis. Londres s'éveillait lentement, et dans ce silence, Mary aurait presque pu se convaincre que la soirée de la veille n'avait été qu'un rêve. Presque. Mais le souvenir d'une main chaude sur sa taille, d'un regard sérieux aux yeux sombres, était trop vif. Elle passa ses doigts sur son poignet, là où les siens avaient tenu sa main pendant la danse, et sentit son cœur s'accélérer. « Ne sois pas sotte, se murmura-t-elle. Ce n'était qu'une danse, un geste de politesse, rien de plus. Mais une voix intérieure, celle qu'elle avait fait taire pendant des années, lui chuchotait autre chose. « Il t'a vu, il n'a pas eu pitié. Il t'a vu. » On frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Lady Mary ?» La voix de la femme de chambre, Anna, était prudente. « Lady Harrington vous demande de descendre pour le petit déjeuner. »« J'arrive tout de suite, » répondit Mary en s'éloignant de la fenêtre. Elle se lava rapidement avec l'eau froide de la cruche, arrangea ses cheveux en un simple chignon sur la nuque. Elle dissimula soigneusement quelques mèches grises sur ses tempes. Sa robe du matin était en coton gris à fines rayures, modeste et pratique, avec un col et des poignets blancs. Aucun bijou, à l'exception d'une petite broche en camée. La seule chose qui lui restait de sa mère, avec le collier de perles. En descendant l'escalier, elle entendit des voix provenant de la salle à manger. Élisabeth parlait vite et avec animation. Son mari, Sir Charles Harrington, répondait de son baryton grave. « Je ne comprends pas pourquoi il a eu besoin de faire ça. » La voix d'Élisabeth était indignée. La pauvre Mary est devenue la risée de tous. Lady Winterbourne n'a pas cessé de glousser de toute la soirée, et Mrs. Talbot m'a dit carrément que c'était déplacé. « Il m'a semblé que le gentleman s'est conduit de manière tout à fait convenable, » objecta Charles. « Il a simplement invité une dame à danser. Il n'y a rien de répréhensible à cela. Mais elle... » Élisabeth s'interrompit en apercevant Mary sur le seuil. Son visage rougit. « Oh, Mary. Bonjour. »« Bonjour, » répondit Mary en entrant dans la pièce. La salle à manger matinale était bâtie et baignée de lumière par les hautes vieilles fenêtres donnant sur le jardin. Sur la table, des plats en argent contenaient des œufs, du bacon, des toasts. La théière en porcelaine dégageait un arôme de Darjeeling. Tout était beau, élégant, comme il se devait dans la maison de Sir Charles. Mais Mary se sentait mal à l'aise, comprenant qu'elle avait été le sujet de leur conversation. « Asseyez-vous, je vous prie, »
dit Charles en désignant une chaise. C'était un homme bon, bien qu'un peu ennuyeux. À 40 ans, il commençait déjà à prendre du poids, et son principal intérêt était les chevaux de course. « J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier. »« Oui, je vous remercie, » répondit Mary en se servant du thé. Le liquide dans la tasse était d'un doré ambré, une légère vapeur s'en échappait. Elle entoura la tasse de ses paumes, savourant la chaleur. « Mary, » commença Élisabeth en se penchant en avant. Sa robe du matin en mousseline jaune claire bruissait à chaque mouvement. « Vous devez comprendre que les gens parlent. Ce monsieur Farley, je suis sûr qu'il avait de bonnes intentions, mais une telle attention envers... Enfin, je veux dire, une vieille fille ?» termina Mary calmement. Un silence gêné s'installa. Charles toussa et se plongea dans son journal. Élisabeth ouvrit la bouche mais ne trouva pas ses mots. « Je comprends parfaitement ce qui se dit, » poursuivit Mary en buvant son thé. « Et je ne m'attends pas à ce que cet épisode ait une quelconque suite. Monsieur Farley a été aimable, et je lui en suis reconnaissante. Mais ne donnons pas à cela plus d'importance qu'il n'en a. » Elle prononça ces mots calmement, presque avec indifférence, et crut presque à ses propres paroles. Presque. Le reste du petit déjeuner se déroula dans un silence poli, seulement interrompu par les remarques de Charles sur le temps et ses projets de visiter Tattersall's pour examiner de nouveaux étalons. Après le petit déjeuner, Mary monta à la nurserie. Les deux enfants d'Élisabeth, Thomas, 5 ans, et Charlotte, 3 ans, étaient sous la surveillance de la nounou, mais Mary passait souvent du temps avec eux, apprenant à Thomas à lire et à Charlotte des mélodies simples au piano. Aujourd'hui, Thomas n'était pas d'humeur à étudier. Il se tortillait sur sa chaise, agitait son crayon et posait d'infinies questions sur les chevaux, car son père lui avait promis de l'emmener à l'écurie. « Tante Mary, avez-vous déjà vu un vrai éléphant ?» demanda-t-il soudain, alors qu'elle tentait de lui expliquer la différence entre les lettres « quote » et « quote on not ». « Un éléphant ?» répéta Mary surprise. « Non, mon cher, pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que maman a dit que M. Farley était aux Indes. Et aux Indes, il y a des éléphants. Énormes, avec de grandes oreilles. » Mary sentit ses joues rosir. Même les enfants avaient donc entendu les conversations sur la soirée de la veille. « Oui, il y a des éléphants aux Indes, » dit-elle. « Mais revenons aux lettres, veux-tu ?» La leçon se termina lorsqu'une femme de chambre frappa à la porte. « Lady Mary, » dit-elle, « une note est arrivée pour vous. » Mary prit le billet plié. Le papier était épais, de couleur crème, scellé par un simple cachet de cire rouge. Elle reconnut immédiatement l'écriture, ferme, sans fioriture, très différente de la calligraphie élégante des dandys londoniens. Son cœur battit plus vite. Elle déplia la note. Côte de. Court, sans mots superflus, mais ferme. Pas une supplique, mais pas non plus un ordre. Simplement, une proposition qui lui laissait le choix. Mary relut la note 2 fois. Son premier réflexe fut de refuser. Une promenade à Hyde Park à l'heure à la mode signifiait qu'il serait sainte vue de tous. Les commérages en ne feraient que s'amplifier. Les gens parleraient, riraient, discuteraient. Mais la voix intérieure murmurait. Et si c'était ta seule chance? Et si tu refusais et ne ressentais plus jamais ce que tu as ressenti hier? Tante Mary? Thomas lui tirait la manche. Vous avez l'air étrange, vous ne vous sentez pas bien. Non, mon cher, répondit Mary en s'éclaircissant la voix. Tout va bien. J'étais juste pensive. Elle descendit et trouva Élisabeth dans le salon, en train de broder un coussin. La lumière du soleil tombait sur sa tête penchée, rendant ses cheveux blonds presque blancs. Élisabeth, commença Mary, serrant la note dans sa main. Monsieur Farley m'a invité à une promenade cet après-midi. Élisabeth laissa tomber son tambour à broder. Quoi? Sa voix monta d'une octave. Mary, c'est impossible! Après hier, vous ne pouvez pas, les gens penseront. Que penseront-ils? Demanda calmement Mary. Qu'une dame d'un certain âge a accepté une promenade innocente. Mais c'est Monsieur Farley. Tout le monde dira qu'il vous fait la cour.
Et qu'y a-t-il de mal à cela? Élisabeth ouvrit la bouche, puis la referma. Elle regarda Mary, et son regard mêlait la stupéfaction à une sorte de pitié. « Mary, ma chère, dit-elle doucement, je ne veux pas que vous espériez quelque chose d'irréalisable. Cet homme, il est riche, oui, mais il n'est pas de notre cercle. Et même si ses intentions sont sérieuses, ce qui est très peu probable, cela ne vous créera que plus de problèmes. » Mary sentit la colère monter en elle, une colère sourde et froide contre toutes ces années où on l'avait considérée comme un fardeau, contre toute cette bonté de façade qui cachait du mépris. « J'accepterai son invitation, » dit-elle fermement. « Si tu es contre, je peux déménager. »« Quoi? » ?»« Non !» Élisabeth se leva d'un bond. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que vous pouvez rester. Je suis juste... Je m'inquiète pour vous. » « Ne vous inquiétez pas, » répondit Mary. « Je suis assez grande pour prendre mes propres décisions. » Elle se tourna et sortit de la pièce, sentant ses mains trembler. Dans sa chambre, elle s'assit sur le bord de son lit et ferma les yeux. Effrayant, terriblement effrayant. Mais elle était fatiguée d'avoir peur. À 3 heures, Mary descendit, vêtue de sa meilleure robe de jour, en soie bleu saphir à taille haute, ornée d'une fine broderie blanche sur l'ourlet. Par-dessus, elle avait jeté un léger Spencer gris argenté à manches longues. Un chapeau de paille orné de rubans bleus complétait sa toilette. C'était une tenue vieille de 10 ans, mais bien entretenue et toujours élégante. La calèche attendait devant la maison, vernie, attelée à une paire de chevaux noirs. Le cocher en livrée vert foncé l'aida à monter. John Farley était déjà à l'intérieur. Il portait une redingote gris clair, une chemise blanche à col haut et une cravate noire. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, mais quelques mèches rebelles tombaient sur son front. Lorsqu'elle s'assit en face de lui, il la regarda et sourit légèrement. « Lady Mary, je vous remercie d'avoir accepté. » « Monsieur Farley, » acquiesça-t-elle en arrangeant les plis de sa robe. La calèche s'ébranla et ils traversèrent les rues de Mayfair. Par les fenêtres défilaient d'élégants hôtels particuliers en pierre blanche, des grilles en fer forgé, des squares verdoyants. Le Londres diurne était plein de vie. Des marchands criaient leurs marchandises, des dames se promenaient avec leurs dames de compagnie, des garçons ramoneurs couraient sur les pavés. « J'espère que mon invitation ne vous a pas causé de désagréments, » dit John après une minute de silence. « Des désagréments ?» répéta Mary. « Je comprends que la danse d'hier a suscité des commentaires. Ce n'était pas mon intention de vous créer des problèmes. » Mary le regarda. Il parlait sérieusement, sans sourire, et ses yeux exprimaient une préoccupation sincère. « Les gens trouveront toujours un prétexte pour parler, » répondit-elle. « Je ne vous en veux pas, monsieur Farley. »« John, dit-il, je vous en prie, appelez-moi John. Tous ces tirs, c'est ces formalités. J'ai vécu si longtemps sans eux qu'il me semble maintenant artificiel. »« Ce serait déplacé, » objecta Mary, bien que son cœur ait tressailli à la proximité qu'il proposait. « Sans Nengi. »« Pourquoi ?» Il se pencha légèrement en avant. « Parce que c'est l'usage ou parce que vous avez peur ?» La question la prit au dépourvu par sa franchise. Elle se tut, cherchant ses mots. « Monsieur Farley, je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. »« Une conversation, » répondit-il simplement. « Une conversation honnête avec quelqu'un qui n'essayait pas de m'impressionner ou d'obtenir quelque chose de moi. Hier soir, lorsque nous parlions de l'Inde, vous étiez sincère. C'est une rareté ici. » La calèche entra dans Hyde Park par Marble Arch. Le parc était rempli de promeneurs, des dames en robes colorées avec des ombrelles, des gentilshommes à cheval, des enfants avec leurs nounous courant sur l'herbe. L'œil éclairé à la mode approchait. Et l'allée le long de la Serpentine était encombrée d'équipages. Lorsque leur calèche rejoignit le cortège, Mary sentit les regards sur elle. Les têtes se tournaient, les éventails se levaient, dissimulant les chuchotements. Elle s'assit bien droite, regardant devant elle, s'efforçant de ne pas montrer à quel point cette attention la mettait mal à l'aise.
Ne leur prêtez pas attention, dit doucement John. Regardez-moi. Elle tourna son regard vers lui. Son visage était calme, même un peu moqueur. Parlez-moi de vous, demanda-t-il. Pas de ce que penseraient les autres, de qui vous êtes vraiment. Cela ne vous intéressera pas, répondit Mary. Ma vie est très ennuyeuse. Laissez-moi décider de ce qui m'intéresse, objecta-t-il. Et elle commença à parler, lentement, avec hésitation au début, puis de plus en plus librement. Elle parla de son enfance dans le Devonshire, de la grande maison ancienne avec vue sur la mer, de son amour pour la lecture dans la bibliothèque de son père, de sa mère, qui lui avait appris la musique et le français, de la façon dont tout avait changé après la mort de son père. John écoutait attentivement, sans l'interrompre, posant parfois de brèves questions. Il n'exprimait aucune pitié, et c'était le plus surprenant. Il écoutait comme si son histoire avait vraiment de l'importance. « Et vous » demanda-t-elle enfin. « Pourquoi êtes-vous parti aux Indes ?» Son visage s'assombrit. « J'ai fui, répondit-il sèchement. Les dettes, un scandale, une vie que je ne pouvais plus supporter. Mon père était le fils cadet, sans héritage, mais avec les habitudes d'un aristocrate. Il a tout perdu au jeu, quand il est mort. Je me suis retrouvé avec un tas de dettes, et pas un sou. La Compagnie des Indes orientales m'a offert un poste de commis à Calcutta. J'ai pris le premier navire. Cela a dû être difficile, dit Mary. Les premières années, oui, admit-il. La chaleur, les maladies, la solitude. J'ai cru que j'allais y mourir. Mais ensuite, j'ai appris le commerce, compris les règles du jeu. J'ai trouvé des partenaires parmi les marchands locaux. Le thé, les épices, les tissus. L'argent n'est pas venu tout de suite, mais quand il est arrivé en abondance. Et vous êtes revenu. Oui. Il regarda par la fenêtre vers l'étendue verte du parc. Je pensais rentrer chez moi. Mais Londres ne me semble plus être ma maison. Tout ici paraît mesquin, pompeux, faux. Alors pourquoi êtes-vous ici et vous restez ? Demanda Mary. Il se tourna vers elle, et il y avait dans son regard quelque chose qui lui coupa le souffle. Parce que maintenant j'ai une raison, dit-il doucement. L'air dans la calèche devint soudain dense, chargé. Mary ne pouvait détacher son regard de son visage, de la gravité de ses yeux. Le temps sembla ralentir. Un coup sec à la fenêtre de la voiture brisa l'instant. Ils sursautèrent tous les deux. Dehors se tenait un cavalier en uniforme écarlate, un officier militaire, souriant largement. « Farley ! Mon vieux Farley !» cria-t-il. « J'ai entendu dire que tu étais de retour. » John se renfonça dans son siège, son expression se ferma. « Capitaine Browning, » répondit-il froidement. « Ne sois pas si sombre. Dînons ensemble un de ces soirs pour évoquer le bon vieux temps. » Browning jeta un coup d'œil à Mary, et son sourire devint moqueur. « Oh, je vois que tu t'es trouvé de la compagnie. Un peu... d'un âge inattendu, ne trouves-tu pas ?» Mary sentit le sang lui monter au visage sous l'humiliation. Mais avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, John se pencha par la fenêtre. « Capitaine, je vous conseille de partir. Immédiatement. » Quelque chose dans sa voix fit s'effacer le sourire sur le visage de Browning. Il salua et s'éloigna au galop. John se laissa retomber sur son siège, les mâchoires serrées. « Je vous demande pardon, dit-il. Cet homme est un idiot. Ne prêtez pas attention à ses paroles. »« Il a raison, répondit doucement Mary. Je suis vraiment trop vieille pour... » « Vieille pourquoi ?» John se tourna vers elle, et la colère éclata dans ses yeux. Mais pas contre elle. Pour le bonheur, pour l'attention, pour être désirée, qui a décidé cela? Ces gens qui pensent qu'une femme n'a plus de valeur après 30 ans. Mary ne répondit pas, car elle ne savait que dire. Les larmes lui montèrent à la gorge. « Je vous vois, Lady Mary, poursuivit John plus doucement. Je vois votre force, votre intelligence, votre grâce. Et je me fiche de ce que pensent les autres. La question est, qu'en pensez-vous, vous ?» La calèche s'arrêta devant la maison des Harrington. Le cocher sauta à bas de son siège pour ouvrir la portière. Mais Mary ne bougeait pas. Elle regardait John Farley,
cet homme qui avait fait irruption dans sa vie tranquille et grise comme une tempête. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais pas quoi penser. Tout cela est trop rapide, trop... réel, termina-t-il. Trop réel après tant d'années où l'on vous a si ignoré. » Elle hocha la tête. John tendit la main et, doucement, très doucement, posa la sienne sur celle de Mary. « Alors laissez-moi vous prouver que c'est réel, » dit-il. « Laissez-moi vous revoir. Laissez-moi vous connaître. Pas l'ombre que vous croyez être. La vraie, vous. » Mary regarda leurs mains jointes. Sa paume était chaude, forte. Elle sentait les callosités rugueuses, les traces du travail. C'était une main honnête, la main d'un homme qui n'avait pas peur de travailler pour obtenir ce qu'il voulait. « D'accord, » murmura-t-elle. Et lorsqu'elle sortit de la calèche, lorsqu'elle monta les marches vers la porte, elle sentait encore la chaleur de son contact. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans un silence étrange, presque fébrile. Mary continua ses occupations habituelles, aider Elisabeth avec les tâches ménagères, s'occuper des enfants, lire, broder. Mais tout cela semblait se passer derrière un voile. Ses pensées revenaient sans cesse à ce moment dans la calèche, lorsque sa main avait couvert la sienne, aux mots qu'il avait prononcés. « Laissez-moi vous prouver que c'est réel. » Elle se tenait devant le miroir de sa chambre, examinant son reflet. Des cheveux sombres parsemés de gris aux tempes, de fines ridules au coin des yeux, une peau pâle, le visage d'une femme de 35 ans, dont la majeure partie avait été passée à essayer d'être invisible. Quand avait-elle cessé de se voir? À quel moment le miroir n'avait-il commencé à lui montrer que ses défauts? Tante Mary. Charlotte fit irruption dans la chambre, tenant une poupée de chiffon. « Regardez ce que la nounou m'a donné. Elle s'appelle Rosalinde. » Mary s'agenouilla pour examiner la poupée. Le visage était dessiné au fusain, la robe faite de chutes de cretonne. « Elle est magnifique, » dit-elle en touchant le minuscule bonnet. « Tu vas bien t'occuper d'elle? » « Oui. » Charlotte serra la poupée contre sa poitrine. « Je vais la nourrir, la coucher et lui lire des histoires, comme vous le faites pour moi. » L'innocence de l'enfant était si pure, si éloignée des complexités du monde adulte. Mary serra la petite fille dans ses bras, respirant l'odeur de lait et de lavande de ses cheveux. « Tu seras une maman formidable pour Rosalinde. » Quand Charlotte s'enfuit, Mary resta assise par terre, le dos appuyé contre le lit. La maternité, une autre porte qui semblait s'être fermée pour elle il y a de nombreuses années. Elle n'en parlait jamais à voix haute, mais parfois, dans les moments de calme, la douleur de ce qui n'avait pas été était presque physique. On frappa à la porte. « Lady Mary », de nouveau la voix d'Anna. « Une lettre est arrivée pour vous. » Mary se leva, le cœur serré. Elle prit l'enveloppe, le même papier crème, le même seau rouge. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Lady Mary, je serais heureux de vous revoir. Permettez-moi de vous inviter à l'exposition de l'Académie royale des arts demain, à 2 heures de l'après-midi. Si vous acceptez, je passerai vous prendre. J'espère que vous ne jugerez pas mon insistance déplacée. Je souhaite simplement savoir si vous aimez l'art autant que la littérature. Avec mon sincère respect, John Farley. » Mary relut la lettre 3 fois. Elle pesait chaque mot, cherchait des significations cachées. Annie... Insistance. Il reconnaissait être insistant. Sincère respect? Pas seulement respect, mais sincère. Cela avait-il une importance? Elle plia la lettre et la serra contre sa poitrine. L'Académie royale. Elle n'y était pas allée depuis des années. Autrefois, bien avant la mort de son père, elle a été sa mère s'étant rendue à l'exposition d'été. Mary se souvenait des salles pleines de lumière et de couleurs, de l'odeur de la peinture à l'huile et du vernis, du murmure des visiteurs devant les toiles. « J'irai », chuchota-t-elle à la pièce vide. Le lendemain, Mary revêtit une robe de batiste vert foncé à petits motifs floraux. La taille haute était soulignée par un large ruban de satin crème. Les manches étaient longues,
avec de légers bouffants aux épaules. Par-dessus, elle jeta un châle léger en cachemire, un héritage de sa mère, doux et chaud. Un chapeau de paille beige avec des rubans verts complétait sa tenue. Elle se regarda dans le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, ne vit pas une vieille fille. Elle vit une femme, simplement une femme, se préparant pour un rendez-vous. Élisabeth l'intercepta dans le hall. « Vous le revoyez ?» Sa voix était tendue. « Mary, les gens commencent à parler sérieusement. Hier, Lady Somerset m'a demandé sans détour quelles étaient ses intentions. Que devais-je lui répondre? Que ses intentions sont son affaire personnelle, répondit calmement Mary en enfilant ses gants. Mais vous êtes ma parente. Votre réputation affecte la mienne. Élisabeth lui saisit le bras. S'il vous plaît, réfléchissez. S'il joue avec vous, si ce n'est qu'un caprice. Alors j'en assumerai les conséquences, l'interrompit Mary. Une note d'acier absente depuis des années vibrait dans sa voix. Élisabeth, je te suis reconnaissante pour le toit que tu m'offres, mais ma vie m'appartient, à moi seule. Elle sortit de la maison sans se retourner et vit la calèche qui attendait près du trottoir. John se tenait à côté, vêtu d'une redingote marron foncé et d'un pantalon beige. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire, un vrai, large sourire qui atteignit ses yeux. Lady Mary, il s'approcha, tendant la main pour l'aider à monter. « Vous êtes ravissante. Je vous remercie, » dit-elle, sentant le rouge lui monter aux joues. Dans la calèche, il s'assit en face d'elle, comme la fois précédente, maintenant une distance convenable. Mais son regard était chaud, presque tangible. « Je craignais que vous ne refusiez, » avoua-t-il lorsque la voiture s'ébranla. « Pourquoi ?» demanda Mary. « Parce que je me comporte de manière peu orthodoxe. Je sais que je vous cause des difficultés. Mais je ne peux m'arrêter. » La franchise de ses paroles était désarmante. « Monsieur Farley. »« John, » la corrigea-t-il doucement. « Je vous en prie, au moins lorsque nous sommes seuls. »« John, » répéta-t-elle, et son nom sur ses lèvres avait une étrange intimité. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi moi, en particulier ?» Il resta longtemps silencieux, regardant par la fenêtre les rues qui défilaient. Quand il parla, sa voix était basse, pensive. « Aux Indes, j'ai vu beaucoup de choses. La misère, la richesse, la beauté, la cruauté. Mais j'ai surtout vu des gens qui faisaient semblant. La société anglaise là-bas était un théâtre. Tout le monde jouait un rôle. Tout le monde se mentait, à soi-même et aux autres. Je pensais qu'à Londres, ce serait différent. Mais c'est encore pire ici. » Il se tourna vers elle. « Et puis je vous ai vu, à ce bal, debout contre le mur. Et savez-vous ce que j'ai pensé? Voilà une femme qui ne fait pas semblant, qui connaît sa place dans cette société cruelle, et l'a acceptée avec dignité. C'est rare. C'est une force. » Mary sentit les larmes lui monter à la gorge. « Vous m'idéalisez, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas forte. Je me suis simplement résignée. » « La résignation est une force quand le monde essaye de vous briser, » objecta-t-il. « Mais je ne veux pas que vous vous résigniez avec moi. Je veux voir la vraie vous. » L'Académie royale des arts était située à Somerset House, un majestueux bâtiment en pierre de Portland, sur les rives de la Tamise. Lorsqu'ils entrèrent dans les galeries, Mary oublia un instant de respirer. Les salles étaient baignées de lumière par de hautes fenêtres, les murs couverts de tableaux du sol au plafond, portraits, paysages, scènes historiques. Il y avait peu de visiteurs en ce jour de semaine, et ils purent se promener lentement, examinant les toiles. John ne la pressait pas, s'arrêtant devant chaque tableau qui attirait l'attention de Mary. Devant le portrait d'une femme âgée par Thomas Lawrence, Mary s'arrêta longuement. Le visage était sillonné de rides, mais les yeux brillaient d'intelligence et de force intérieure. « Elle est belle, » dit doucement Mary. « Oui » acquiesça John debout à côté d'elle, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Parce que l'artiste n'a pas vu qu'un vieux visage. Il a vu une vie vécue, la sagesse, le caractère. Mary le regarda.
Vous pensez que la beauté ne dépend pas de l'âge? Je pense que la beauté est bien plus qu'une peau lisse et des joues roses, répondit-il en croisant son regard. La vraie beauté se révèle dans la façon dont une personne regarde le monde, dans la profondeur de son âme. Ils restèrent ainsi, se regardant, et Mary sentit quelque chose en elle commencer à fondre. Cette protection glacée qu'elle avait construite pendant des années se fissurait. « Mon Dieu, Farley, vous voilà encore !» Une voix brusque brisa l'instant. Mary se retourna et vit un groupe de gentilshommes s'approcher. En tête marchait ce même capitaine Browning de Hyde Park, accompagné de 2 autres hommes en fracs à la mode. Browning, acquiesça froidement John. Je ne pensais pas vous trouver ici, ricana le capitaine. Depuis quand vous intéressez-vous à l'art? Où est-ce qu'est-ce la compagnie? Son regard glissa sur Mary avec une moquerie non dissimulée. L'un des compagnons de Browning, un jeune dandy aux cheveux soigneusement bouclés, renifla. On dit, Farley, que vous êtes devenu célèbre pour vos goûts inhabituels. Au début, tout le monde pensait que vous courtisiez les débutantes. Mais, à la place, vous avez choisi... Terminez cette phrase, Wilson, et je vous jette hors de ce bâtiment, dit doucement John. Il y avait dans sa voix une telle promesse de violence que le jeune homme pâlit. Je ne voulais pas offenser la dame, balbutia Wilson en reculant. Alors surveillez votre langage, trancha John. Browning leva les mains dans un geste conciliant. Paix, paix. Nous sommes simplement surpris, c'est tout. Vous avez toujours été imprévisible, Farley. Mais ceci... Il secoua la tête, toujours souriant. Cela dépasse toutes les attentes. Ils s'éloignèrent, mais l'atmosphère était gâchée. Mary se tenait là, serrant les mains si fort que ses jointures blanchissaient. L'humiliation la brûlait de l'intérieur. La nausée lui montait à la gorge. Mary John se tourna vers elle. « Je vous en prie, ne les écoutez pas. »« Ils ont raison, » parvint-elle à dire. « Je suis ridicule, une vieille fille qui pense qu'elle peut... arrêter. » Il lui saisit les mains, la forçant à le regarder. Son contact était chaud, ferme. « Écoutez-moi attentivement. Ces gens sont des moins que rien. Leur opinion n'a aucune importance pour moi. La seule chose qui compte, c'est vous, vos sentiments, votre opinion sur moi. Mais la société, au diable la société, dit-il brusquement, et sa franchise la choqua. J'ai passé 12 ans à essayer de survivre dans un monde où chaque jour pouvait être le dernier. J'ai vu des gens mourir du choléra et du paludisme. J'ai vu des guerres et la misère. Et après tout cela, vous pensez que je me soucie de ce que disent ces parents prétentieux? Ses yeux brûlaient, et Mary comprit soudain qu'elle n'avait pas affaire à un gentleman londonien. Elle avait en face d'elle un homme trempé par le feu et les privations, un homme qui connaissait la valeur des choses vraies. « Je ne veux pas être la cause de votre déshonneur, » murmura-t-elle. « Vous n'êtes pas un déshonneur, » dit-il fermement. « Vous êtes... » Il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots. « Vous êtes la première personne honnête que j'ai rencontrée depuis mon retour en Angleterre. Vous ne voulez pas de mon argent, vous n'essayez pas de m'impressionner. Vous êtes simplement... vous. » Ses mains la tenaient toujours, et Mary réalisa qu'ils se tenaient ainsi, très proches, dans un lieu public. N'importe qui pouvait les voir, mais elle s'en moquait. « J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai peur de le croire. Peur de me réveiller et que tout ne soit qu'un rêve. » « Alors laissez-moi vous prouver que c'est réel, » répéta-t-il les mots de sa lettre. Pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que vous y croyiez. Ils restèrent ainsi un instant de plus, puis John relâcha ses mains. Mais son regard resta chaud, prometteur. « Venez, dit-il. Je vais vous montrer mon tableau préféré ici. » Il la conduisit dans une salle plus éloignée, où était accroché un grand paysage, un coucher de soleil indien sur le Gange. Le ciel flamboyait de rouge et d'orange, l'eau reflétait le feu, et sur la rive se dessinaient les silhouettes de temples. « Quand je vois ce tableau, dit doucement John, je me souviens pourquoi je suis parti, et pourquoi je suis revenu. Là-bas, j'ai trouvé la force. Ici, j'ai trouvé un but. »« Quel but ?» demanda Mary. Il la regarda, et il y avait tant de choses dans son regard qu'elle retint son souffle. « Il est encore trop tôt pour en parler, » répondit-il. « Mais bientôt,
très bientôt. Le chemin du retour se fit en silence, mais c'était un silence confortable. Mary regardait par la fenêtre, mais ce n'étaient pas les rues de Londres qu'elle voyait, mais le reflet de John dans la vitre. Un profil fort, une expression pensive. Lorsque la calèche s'arrêta devant la maison des Harrington, John sortit le premier et l'aida à descendre. Sa main s'attarda sur son coude un peu plus longtemps que nécessaire. « Mary », dit-il, et elle tressaillit au son de son prénom sans titre. « Demain soir, il y a une soirée musicale chez Lord Cavendish. J'ai reçu une invitation. Y serez-vous ? Je ne sais pas. Élisabeth n'en a pas parlé. Alors laissez-moi être franc. » Il fit un pas vers elle, baissant la voix. « Je veux vous revoir, le plus tôt possible. Si vous n'êtes pas à la soirée, je trouverai un autre moyen. » La franchise de ces paroles était à la fois enivrante et effrayante. « Je demanderai à Élisabeth, » répondit Mary en s'éclaircissant la voix. « Bien. » Il porta sa main gantée à ses lèvres et la baisa légèrement. Même à travers le tissu, elle sentit sa chaleur. « À demain, Mary. » Et il partit, la laissant sur le seuil, le cœur battant, la tête pleine de pensées confuses. Dans la maison, Élisabeth attendait dans le salon, agitant nerveusement son éventail. « Mary, nous devons parler. »« Je sais. » Mary retira son châle et son chapeau. « Tu veux me dire que je me conduis stupidement ?»« Non, » dit Élisabeth de manière inattendue. « Je veux m'excuser. » Mary se figea. « Quoi ?» « Ce matin, Charles m'a réprimandé. » Élisabeth baissa les yeux. « Il a dit que je me comportais comme une snob, que tu as droit au bonheur comme n'importe quelle fois qu'à l'autre femme. Et il a raison. Mary, pardonne-moi. J'étais tellement préoccupé par ce que les gens penseraient quand que je n'ai pas pensé à ce que tu ressentais. » Mary s'approcha et s'assit à côté de sa cousine. « Je comprends tes craintes, » dit-elle doucement. « Et je ne sais pas comment cela se terminera. Peut-être par rien, peut-être qu'il ne fait que s'amuser. »« Et toi ?» demanda Élisabeth en la regardant. « Que ressens-tu » Mary ferma les yeux. « Je sens que je vis pour la première fois depuis de nombreuses années, » avoua-t-elle. « Et c'est merveilleux, et terrible, en même temps. » Élisabeth la serra dans ses bras, et Mary se laissa aller à cette étreinte. « Alors vis, » murmura Élisabeth. « Vis tout simplement, Mary. Tu le mérites. » Cette nuit-là, Mary eut du mal à s'endormir. Elle resta allongée dans le noir, écoutant les bruits nocturnes de la maison, le craquement du plancher, le bruissement du vent derrière de la fenêtre, le lointain martèlement des sabots sur les pavés. Sa main reposait à l'endroit où il l'avait embrassée à travers son gant. Un si petit geste, si formel selon les normes de la société. Mais pour elle, il signifiait infiniment plus. Elle pensait à ces mots, quote 9. Que voulait-il dire? Que ressentait-il? Osait-elle espérer que ses sentiments et termes étaient sérieux? La peur et l'espoir luttaient dans sa poitrine. La peur était familière, confortable. Elle avait vécu avec si longtemps. Mais l'espoir était dangereux. L'espoir pouvait briser un cœur. Et pourtant, en s'endormant à l'aube, Mary s'autorisa à rêver. À la soirée de demain, à son regard, à la possibilité que la vie puisse être plus qu'une existence tranquille dans l'ombre. Elle rêva que, peut-être, à 35 ans, son histoire ne faisait que commencer. La robe reposait sur le lit, tel un reproche muet. Une soie lilas pâle que Mary n'avait pas portée depuis 3 ans, depuis la dernière grande réception où Élisabeth avait insisté pour l'emmener. À l'époque, Mary s'était sentie comme un fantôme à la fête de la vie. Aujourd'hui, tout était différent. Elle passa la main sur le tissu lisse. La coupe était tête classique, taille haute, manches longues, décolleté modeste, aucune extravagance, mais la couleur était belle, profonde, rappelant le crépuscule. Sa mère avait toujours dit que le lilas était ce qui lui allait le mieux. Il mettait en valeur ses yeux gris, rehaussait ses cheveux sombres. « Laissez-moi vous aider, Lady Mary. » Anna entra avec des fers à friser chaud. Lady Harrington a dit que ce soir était une soirée spéciale. Mary s'assit devant la coiffeuse,
et Anna se mit au travail. Les mains habiles de la femme de chambre démêlèrent et coiffèrent ses cheveux, créant de douces boucles qui encadraient son visage. Quelques mèches furent surfixées sur le dessus de sa tête avec de petites épingles à perles, également un héritage de sa mère. Dans le miroir, Mary vit une inconnue, pas une vieille fille figée dans le temps, une femme, avec une lueur dans les yeux, un léger fard sur les joues, des cheveux coiffés de telle manière que les mèches grises aux tempes ne semblaient pas être un signe de l'âge, mais la marque d'une vie vécue. « Vous êtes magnifique, madame, » dit doucement Anna en reculant, « si je peux me permettre. »« Merci, Anna. » Mary sourit au reflet de la femme de chambre. « Tu es très aimable. » Quand elle descendit, Élisabeth et Charles attendaient déjà dans le hall. Élisabeth portait du satin crème brodé de fils d'or, des diamants scintillaient à son cou. Charles, dans un frac noir impeccable, avait l'air d'un représentant respectable de la haute société. « Mary !» Élisabeth lui saisit les mains. « Tu es... Mon Dieu, j'avais oublié à quel point tu es belle quand tu ne te caches pas dans des robes grises. » « Élisabeth a raison, » ajouta Charles en hochant la tête avec approbation. « Cette couleur vous va très bien, Lady Mary. » La calèche les emmena à travers le Londres du soir. Les réverbères à gaz commençaient à peine à s'allumer. Et la ville baignait dans cette lumière particulière entre le jour et la nuit, où tout semble possible. Mary regardait par la fenêtre, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. L'hôtel particulier de Lord Cavendish sur Berkeley Square était inondé de lumière. Les calèches faisaient pinder la queue, déposant des invités élégants. La musique s'échappait de l'intérieur, les sons d'un piano et d'instruments à cordes s'accordant avant la représentation. Lorsqu'ils entrèrent, Mary sentit immédiatement les regards sur elle. Un murmure parcourut le foyer, comme le vent dans un champ de blé. Elle releva le menton, s'accrochant au bras d'Élisabeth. « N'y prête pas attention, » chuchota sa cousine. « Qu'il regarde. »« Ce soir, tu es éblouissante. » Le grand salon avait été transformé en salle de concert. Des rangées de chaises dorées étaient disposées en demi-cercle devant un piano à queue et une petite estrade pour les musiciens. Les murs étaient ornés de tapisseries. Des lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur la société rassemblée. Mary regardait autour d'elle, essayant de le trouver dans la foule. Son regard glissait sur les visages, des dames en robes colorées, des gentilshommes en fracs sombres, tous riant, parlant, se saluant. Lady Mary. Une voix dans son dos. Elle se retourna, et son souffle se coupa. John se tenait devant elle, dans un frac noir impeccable et un gilet blanc. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, mais une mèche rebelle tombait toujours sur son front. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut son regard. Il la regardait comme si personne d'autre n'existait dans la pièce. Monsieur Farley, elle fit une révérence, espérant qu'il ne remarquerait pas le tremblement de ses genoux. « Vous êtes venu, dit-il, et sa voix trahissait son soulagement. Je n'en étais pas sûr. Je l'avais promis. Oui. Il s'approcha, baissant la voix. Et vous êtes... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Cette couleur, elle me rappelle les couchers de soleil au Bengale, quand le ciel devient lilas avant de sombrer dans la nuit. Mary sentit le sang lui monter au visage. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses, pas des compliments vides, mais des mots imprégnés d'expériences personnelles, d'images, d'émotions. « Monsieur Farley ?» s'approcha Élisabeth, sauvant Mary de la nécessité de répondre. « Quel plaisir de vous revoir. » Lady Harrington, Sir Charles, John s'inclina. « J'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je demande à Lady Mary de s'asseoir à côté de moi. J'ai pris des places au 3e rang. » Élisabeth jeta un regard rapide à Mary, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Bien sûr, monsieur Farley, c'est très aimable de votre part. » John offrit son bras à Mary, et elle posa sa main sur son coude. Même à travers les couches de tissu, elle sentait la chaleur et la force de ses muscles. Ils se dirigèrent vers leur place sous des dizaines de regards curieux. « Vous aimez la musique ?» demanda-t-il une fois qu'ils furent assis. « Énormément, » répondit Mary, bien que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter des interprètes professionnels depuis longtemps. Je joue du piano,
mais seulement pour les enfants d'Élisabeth. Des mélodies simples. « J'aimerais vous entendre jouer, » dit-il. Et il y avait dans son regard quelque chose qui lui serra le cœur. Avant qu'elle s'ait pu répondre, la voix de Lord Cavendish retentit dans la salle, annonçant le début du concert. Les bougies des lustres furent abaissées, et la pièce plongea dans la pénombre. Un pianiste, un célèbre virtuose de Vienne, monta sur l'estrade et s'assit à l'instrument. Les premières notes d'une sonate de Beethoven s'élevèrent dans le silence. Mary ferma les yeux, s'abandonnant à la musique. Des accords puissants, des passages délicats, la passion et la mélancolie entrelacées. Elle n'avait pas entendu une telle interprétation depuis des années. Quand elle rouvrit les yeux, elle découvrit que John ne regardait pas la scène, mais elle. Dans la pénombre, son visage était presque indiscernable, mais elle sentait l'intensité de son regard. Leurs mains reposaient sur les accoudoirs des chaises, se touchant presque. Mary ne bougea pas, craignant de briser l'instant. Puis elle sentit un léger contact. Son auriculaire recouvrit le sien. Un si petit contact, caché dans l'obscurité, invisible pour les autres. Mais pour elle, ce fut un coup de tonnerre. Ils restèrent ainsi pendant toute la première partie du concert, unis par ce contact minuscule. La musique coulait autour d'eux, mais Mary l'entendait à peine. Tout son être était concentré sur l'endroit où sa peau touchait la sienne. Lorsque l'entracte fut annoncé et que les bougies furent rallumées, John retira sa main, mais son regard resta posé sur elle. « Allons nous promener ?» demanda-t-il doucement. « Il y a une terrasse dans le jardin. On dit que la vue y... C'est magnifique. » Mary hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils sortirent par les portes-fenêtres dans le jardin. La nuit était douce pour un mois de mai. L'air embaumait la glycine et la violette nocturne. La terrasse en pierre blanche donnait sur une pelouse où, au clair de lune, se dessinaient les silhouettes de statues et d'une fontaine. Quelques autres couples étaient également sortis pour prendre l'air, mais John conduisit Mary dans un coin reculé de la terrasse où ils étaient relativement seuls. « Vous pleuriez », dit-il en la regardant sous la douce lumière des lanternes. « Pendant la musique, j'ai vu des larmes. » Mary porta la main à sa joue et sentit en effet de l'humidité. « Je ne m'en suis pas rendu compte, » avoua-t-elle. La musique était... Elle m'a rappelé beaucoup de choses. L'époque où j'étais jeune et où tout a semblé possible. Et maintenant, cela vous semble impossible ? Elle le regarda, son visage sérieux dans la lumière dorée. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Il y a une semaine, j'aurais dit oui. Maintenant, je ne suis plus sûre de rien. » John s'approcha. Ils se tenaient près de la balustrade en pierre, et si quelqu'un les avait regardés, cela aurait semblé tout à fait convenable. Mais entre eux, il y avait une telle proximité, une telle intimité, que Mary se sentait à nu. Mary, il prononça son nom sans titre, et c'était une violation de toutes les règles. « Je dois vous dire quelque chose. Je ne sais pas jouer à ces jeux qui sont de mise ici. Je ne sais pas faire des allusions, flirter, approcher lentement du but. Aux Indes, j'ai appris à parler franchement, car demain pourrait ne jamais arriver. » « Que voulez-vous dire ?» murmura-t-elle, le cœur battant si fort qu'il lui semblait et qu'il devait l'entendre. « Je veux dire que mes intentions sont sérieuses. » Sa voix était basse, tendue. « Je ne joue pas avec vous. Je ne m'amuse pas. Depuis le moment où je vous ai vu à ce bal, je ne peux penser à personne d'autre. » Mary ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. La tête lui tournait, ses genoux tremblaient. « Je comprends que c'est trop rapide, » poursuivit-il. « Je comprends que vous devez être effrayé, mais je ne peux plus prétendre que c'est une connaissance ordinaire. C'est plus que cela, du moins pour moi. »« John, » souffla-t-elle, « je ne sais que dire. C'est si soudain, si... » « Impossible, » termina-t-il avec un sourire amer. « Je sais, un parvenu riche sans titre et une dame d'un certain âge et sans le sou. La société pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre.
Je ne suis pas assez noble, vous n'êtes pas assez jeune. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors quoi? Mary ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées. Quand elle les rouvrit, elle vit dans son regard une vulnérabilité qu'il cachait habituellement si soigneusement. Je voulais dire que c'est si inopinément heureux que j'ai peur d'y croire, avoua-t-elle. J'ai vécu 35 ans. 15 d'entre eux, je n'étais personne. Une ombre. Et soudain vous apparaissez et vous dites que vous me voyez. Comment puis-je y croire? Comment puis-je ne pas craindre qu'un jour vous me regardiez et voyiez ce que tout le monde voit? John lui saisit les mains. Son contact était chaud, ferme. Alors laissez-moi vous montrer ce que je vois, dit-il avec passion. Je vois une femme à l'esprit aussi vif qu'un rasoir. Une femme qui lit des livres sur l'Inde non pas pour impressionner, mais par intérêt. Une femme qui passe du temps avec des enfants non par devoir mais par amour. Une femme qui porte des robes vieilles de 10 ans avec une telle dignité qu'elles semblent être des tenues royales. John, je vois la beauté non pas dans une police, mais dans des yeux qui connaissent tant la vie. Dans un sourire qui ne vient pas facilement, mais qui n'en est que plus précieux. Dans des mains qui ont travaillé, soigné, donné. Sa voix trembla. Je vois ce que j'ai cherché toute ma vie, sans même savoir ce que je cherchais. Mary sentit les larmes couler sur ses joues. Des larmes de bonheur, de soulagement, des larmes d'un cœur blessé qui commence à guérir. J'ai si peur, murmura-t-elle. Peur de croire, peur de perdre, peur, je sais. Il leva la main et, doucement, très doucement, essuya une larme sur sa joue avec son pouce. Son contact était tendre, mais elle sentit sa main trembler. Mais je vous le promets, je ne partirai pas. Pas tant que vous ne m'ordonnerez pas de partir. Ils restèrent ainsi très proches, et Mary savait que si elle faisait le moindre mouvement vers lui, il l'embrasserait. Elle le voyait dans ses yeux, dans la tension de son corps. Et une partie d'elle le désirait désespérément, mais une autre partie, la partie raisonnable, prudente, savait qu'ils étaient sur une terrasse, entourés de gens. Un seul baiser, et le scandale serait inévitable. « Nous devrions rentrer, » dit-elle, la voix tremblante, avant la fin de l'entracte. John ferma les yeux, prit une profonde inspiration pour se ressaisir. Quand il les rouvrit, son regard exprimait à la fois la compréhension et la déception. « Oui, acquiesça-t-il, vous avez raison. Mais, Mary, il tenait toujours ses mains. Dites-moi que vous ressentez ne serait-ce qu'une partie de ce que je ressens. Dites-moi que je ne suis pas seul dans cette situation. » Mary regarda leurs mains entrelacées, ses doigts forts en serrant les siens, plus fins. Le contraste entre sa peau hâlée et la sienne, pâle. La façon dont cela semblait naturel, juste. « Vous n'êtes pas seul, murmura-t-elle. Je ressens tant de choses que cela m'effraie à en mourir. » Un sourire illumina son visage, un vrai, large, joyeux sourire qui le rajeunit de plusieurs années. « Cela suffit, » dit-il. « Pour l'instant, c'est plus que suffisant. » Ils retournèrent dans la salle, juste à temps, pour le début de la deuxième partie. Mary s'assit à sa place, sentant encore la chaleur de ses contacts, le goût de ses mots. La musique jouait, mais elle l'entendait à peine. Le monde entier s'était réduit à l'homme assis à côté d'elle, à la promesse faite au clair de lune. Quand le concert se termina et que les invités commencèrent à partir, John les raccompagna à leur calèche. « Lady Harrington, Sir Charles, dit-il formellement. Je vous remercie pour cette agréable soirée. Monsieur Farley, acquiesça Charles. J'espère que nous nous reverrons. Certainement, répondit John, mais son regard était fixé sur Mary. Dans la calèche, Élisabeth lui saisit la main. Que s'est-il passé sur la terrasse? Chuchota-t-elle. Tu as l'air comme si j'étais vivante, termina Mary, et pour la première fois depuis des années, le sourire qui fleurit sur son visage était absolument sincère. Élisabeth se mit à rire.
lui serrant la main. « Oui, dit-elle. Exactement, vivante. » Chez elle, Mary resta longtemps assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant le jardin endormi. La lune était haute, baignant tout d'une lumière argentée. Au loin, un oiseau de nuit chantait. Et le son était à la fois mélancolique et magnifique. Elle pensait à ses paroles, à son contact, à sa promesse. La peur était toujours là, nouée dans sa poitrine. Mais à côté d'elle, quelque chose de nouveau était apparu. Quelque chose de chaud, de lumineux, semblable à l'espoir, mais plus fort. C'était la foi. La foi que peut-être la vie pouvait réserver des surprises, que peut-être le bonheur n'avait pas de date de péremption, que peut-être, à 35 ans, on pouvait tout recommencer. Mary posa la main sur la vitre, froide sous sa paume. Dans le reflet, elle vit une femme en robe lilas, les cheveux dénoués, les yeux pleins de lumière. « Je ne suis pas une ombre », murmura-t-elle à son reflet. « Je suis là, je suis vivante, je suis digne d'être aimée. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle y crut. Les jours suivants furent un tourbillon d'événements que Mary avait à peine le temps de comprendre. John envoyait des billets chaque matin, pas de longues lettres, mais de courts messages, parfois juste quelques lignes. « Kotodi, kotaitu, kotekuwas ». Chaque billet était comme un contact, un rappel silencieux qu'elle n'avait pas tout inventé, que c'était réel. Elisabeth remarqua immédiatement le changement. « Eus-tu, Fredonne ?» dit-elle un matin, alors qu'elles étaient assises dans le petit salon. « Je ne t'ai pas entendu fredonner depuis. Je ne me souviens même plus quand. » Mary la regarda, réalisant qu'elle fredonnait en effet une mélodie du concert, sans même s'en apercevoir. « Pardon, » commença-t-elle, mais Elisabeth l'arrêta. « Ne t'excuse pas. C'est merveilleux de te voir heureuse. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus bas. « Charles dit que M. Farley a posé des questions sur toi. Dans son club, il s'est renseigné sur ta famille, ton passé. Le cœur de Mary fit un bond. Et qu'a dit Charles? La vérité. Que tu es la fille du vicomte Alton, que tu as perdu tes parents jeunes, que tu vis avec nous. » Elisabeth se pencha en avant. « Mary, Charles pense que M. Farley va faire une demande en mariage. Une demande officielle. » Mary sentit la pièce tourner devant ses yeux. Elle s'assit sur une chaise, serrant les mains sur ses genoux. « Ah, c'est impossible, » murmura-t-elle. « Nous nous connaissons depuis seulement 2 semaines. » Dans la haute société, il y a eu des fréquentations plus courtes avant des fiançailles, objecta Elisabeth. Surtout quand les sentiments sont forts. Et ces sentiments, Mary, tout Londres parle de la façon dont il te regarde. On dit qu'il a éconduit Lady Somerset quand elle a essayé de lui présenter sa nièce. Il a dit que son cœur était déjà pris. Mary ferma les yeux. Une demande, un mariage, des choses auxquelles elle ne s'était même pas autorisée à rêver depuis 15 ans. Et maintenant, elles étaient si proches qu'elle pouvait presque tendre la main et les toucher. Mais la peur était là, froide et aiguë. Et si elle n'était pas assez bien? Et s'il était déçu? Et si la société les mettait en pièces tous les deux? La note arriva à midi. « Demain, je vais à Kew. Les rhododendrons y sont en fleurs. Viendrez-vous avec moi? Juste nous deux, sans la calèche des Harrington, sans regards indiscrets. Je veux passer la journée avec vous. Juste une journée, si vous me faites confiance. » Mary relut la note 2 fois. Un voyage à 2, sans chaperon, c'était une violation de toutes les règles de bienséance. Si quelqu'un l'apprenait, sa réputation serait définitivement détruite. Mais la réputation d'une vieille fille vivant de la charité de ses proches, que pouvait-elle perdre de plus? Et si c'était sa seule chance de bonheur? Elle en écrivit sa réponse en un seul mot. Côte. Le lendemain matin, Mary enfila sa robe la plus simple, en coton bleu marine, à petits pois blancs, pratique et confortable pour une promenade. Un bonnet de mousseline blanche, un châle léger. Aucun bijou, à part sa broche.
Elle ressemblait à une dame de compagnie ou une gouvernante, pas à une lady, et c'était exactement ce qu'il fallait. John l'attendait au coin de la rue dans un simple cabriolet à 2 places, attelé à un cheval bay. Il portait une redingote marron sans fioriture, un pantalon simple, des bottes hautes. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, et il semblait tout juste rentré d'une longue promenade à cheval. « Vous êtes venu ?» dit-il, et un sourire illumina son visage. « J'ai dit que je viendrais. » Il l'aida à monter, et le cabriolet s'ébranla. Le Londres matinal était plein de vie. Les marchands ouvraient leurs boutiques. Les servantes lavaient les perrons. Les enfants couraient à l'école. Mais bientôt, le bruit de la ville s'estompa, et ils prirent sur la route menant vers l'ouest. Kew se trouvait à quelques kilomètres du centre-ville, et la route traversait des champs verdoyants et des bosquets. Le mois de mai était en pleine floraison. Les arbres étaient entrecouverts de jeunes feuilles, les haies étaient parsemées d'aubépines, les prairies couvertes de marguerites. L'air était frais et pur, embaumant l'herbe et les fleurs sauvages. John menait le cheval avec assurance, mais sans se presser. Il roulait dans un silence agréable, profitant de la chaleur du soleil et de la liberté de la route ouverte. « Parlez-moi du Devonshire, » demanda-t-il enfin. « Vous disiez que la maison était près de la mer. » Mary se pencha en arrière, regardant les nuages défiler dans le ciel. « La maison était sur une falaise, commença-t-elle, de la pierre grise, couverte de lierre. De ma chambre, je voyais la mer jusqu'à l'horizon. Le matin, le soleil se leva sur l'eau, et tout devenait doré. Et le soir, les vagues semblaient argentées. Elle vous manque. Chaque jour. » Elle sourit tristement. « Mais ce n'est plus ma maison. D'autres personnes y vivent. La maison, le jardin, la vue sur la mer, tout appartient à quelqu'un d'autre. » John resta silencieux 1 minute, puis dit doucement, « Et si vous pouviez y retourner, pas dans cette maison, mais près de la mer, y vivre à nouveau ?» Mary le regarda, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais son visage était tourné vers la route, son expression illisible. « C'est impossible, » répondit-elle. « Je n'en ai pas les moyens. »« Et si vous les aviez ?» Il se tourna vers elle. « Si tout était possible, choisiriez-vous la mer ?»« Je choisirais... » Mary s'arrêta, cherchant ses mots. « Je choisirais une maison, pas nécessairement grande ou luxueuse, juste un endroit que je pourrais appeler mien, où je ne serais pas une invitée, un fardeau, où j'appartiendrais. » Quelque chose passa dans son regard, de la détermination, de la satisfaction. « Je m'en souviendrai, » dit-il simplement. Les jardins botaniques royaux de Kew étaient magnifiques. Ils entrèrent par la porte principale et se retrouvèrent dans un monde plein de couleurs et de parfums. Des allées menaient à travers des pelouses et des bosquets, le long d'étangs peuplés de cygnes, devant des serres où poussaient des plantes exotiques. Mais le plus impressionnant, c'étaient les rhododendrons. Des allées entières de buissons couverts de fleurs, roses, rouges, pourpres, blanches. Ils formaient des tunnels de fleurs. Et s'y promener était comme plonger dans un conte de fées. Mary s'arrêta sous une arche de fleurs blanches, respirant leur doux parfum. La lumière du soleil filtrait à travers les pétales, créant des motifs d'ombre et de lumière sur le sol. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. John se tenait à côté d'elle, mais il ne regardait pas les fleurs, mais elle. « Oui, » acquiesça-t-il. « Magnifique. » Ils marchèrent lentement, sans se presser, parlant de tout et de rien. Mary parla des livres qu'elle aimait lire, de la façon dont elle enseignait le latin à Thomas, bien qu'elle ne le connaisse pas très bien elle-même. John raconta des histoires sur l'Inde, pas sur ses succès commerciaux, mais sur les gens qu'il avait rencontrés, sur un vieux marchand qui lui avait appris la sagesse, sur une orpheline qu'il avait aidé à intégrer une école missionnaire. « Je lui envoie encore de l'argent, » avoua-t-il. « Elle m'écrit des lettres, simples, avec des fautes, mais pleines de vie. Elle raconte ce qu'elle étudie, ce dont elle rêve. Elle veut devenir enseignante. »
Vous êtes un homme bon, dit Mary. Non, objecta-t-il. Juste un homme qui sait ce que c'est que d'être sans aide. Mon père ne m'a rien laissé d'autre que des dettes. Si la compagnie ne m'avait pas offert un travail, j'aurais pu mourir dans la rue. Je ne l'oublie pas. Ils arrivèrent à un étang où nageaient des canards et des cygnes. Un banc sous un saule invitait au repos. John étendit sa redingote sur le siège pour que Mary puisse s'asseoir sans salir sa robe. « C'est si inconvenant, » murmura-t-elle. Mais elle s'assit. « Personne ne nous voit, » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. Pas trop près, mais assez pour qu'elle sente sa chaleur. « Il n'y a que nous et les canards, et je ne pense pas qu'ils iront cancaner. » Mary éclata de rire, un rire vrai, sincère, qui semblait venir du plus profond de son âme. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ri comme ça, » avoua-t-elle. « Vraiment. »« Alors je devrais vous faire rire plus souvent, » dit John. Il marqua une pause, puis ajouta plus bas. « Mary, je veux vous montrer quelque chose. » Il sortit de la poche de son gilet une petite boîte en bois poli. Ses mains tremblaient que légèrement en la tendant à Mary. « Ouvrez !» demanda-t-il. Mary prit la boîte, le cœur battant à tout rompre. Elle souleva le couvercle et eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas énorme, pas ostentatoirement luxueuse, mais magnifique, une émeraude entourée de petites perles sur une simple monture en or. La pierre avait la couleur de la mer du Devonshire à l'aube, un vert bleu profond, brillant de l'intérieur. C'est... Elle ne put terminer sa phrase. « Je l'ai acheté à Calcutta, » dit John. Sa voix était tendue. « Il y a de nombreuses années. J'ai vu cette émeraude sur un marché et j'ai pensé, un jour je rencontrerai la femme pour qui elle sera parfaite. Une femme dont l'âme sera aussi profonde et pure que cette pierre. » Il prit la boîte de ses mains et s'agenouilla sur un genou, là sur l'herbe près de l'étang. « Lady Mary Alton, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Je sais que nous nous connaissons depuis seulement 2 semaines. Je sais que la société considérera cela comme une folie. Mais j'ai vécu 34 ans, dont 12 dans un endroit où la mort était une compagne constante. Et j'ai appris une chose. Quand on sait qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, il ne faut pas hésiter. » Les larmes coulaient sur les joues de Mary, mais elle ne leva pas la main pour les essuyer. « Vous êtes intelligente, bonne, forte. Vous avez surmonté des pertes qui en auraient brisé beaucoup, mais vous avez conservé votre dignité et votre bonté. Vous êtes belle non pas malgré les années passées, mais grâce à elles. Chaque ligne sur votre visage est une histoire de survie. Chaque mèche grise est une victoire sur le désespoir. » Sa voix trembla. « Je ne vous promets pas une vie facile. La société sera méchante. Les gens parleront. Mais je vous promets une maison. Un endroit où vous ne serez pas une invitée, mais la maîtresse des lieux. Où vous ne serez pas un fardeau, mais le centre de tout. Je vous promets le respect, l'honnêteté et l'amour. Tout l'amour dont mon cœur est capable. » Il sortit la bague de la boîte. « Marie, voulez-vous m'épouser » Le monde s'arrêta. Le vent se tut, les canards cessèrent de barboter. Même le soleil sembla s'immobiliser dans le ciel. Il n'y avait que ce moment, lui, à genoux, devant elle, la bague à la main, l'espoir et la peur dans les yeux. Mary le regarda. Cet homme qui avait fait irruption dans sa vie tranquille comme une tempête, qui avait vu en elle non pas une vieille fille, un fardeau, mais une femme digne d'être aimée. Toutes les peurs étaient enclas, la peur de le décevoir, la peur que ce soit un rêve, la peur que la société les mette en pièces. Mais plus fort que la peur, il y avait un autre sentiment, le désir de vivre vraiment, pas seulement d'exister. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort, avec assurance. « Oui, John, je veux vous épouser. » Le sourire qui fleurit sur son visage était éblouissant. Il lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis il se releva, la tira contre lui et la serra dans ses bras. C'était la première véritable étreinte depuis 15 ans. Mary s'y noya, respirant son odeur, si
savon, cheval, et quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à lui. Elle sentait les battements de son cœur contre sa joue, la force de ses bras l'entourant. « Je vous rendrai heureuse, » dit-il d'une voix rauque dans ses cheveux. « Je le jure sur tout ce que je possède. Je vous rendrai heureuse. » « Vous l'avez déjà fait, » répondit-elle en s'écartant pour le regarder, simplement en me voyant. Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, se regardant. Puis John se pencha et l'embrassa très doucement, très prudemment sur le front. Un baiser chaste, mais plein de promesses. « Quand nous rentrerons, je parlerai à Sir Charles, dit-il. Je demanderai officiellement votre main. Je ferai les choses correctement. Et en attendant... » Mary regarda la bague à son doigt. L'émeraude scintillait au soleil. « Puis-je la porter, au moins pour aujourd'hui ?»« Portez-la toujours, » répondit-il. « Elle est à vous, vous êtes à moi, si vous le voulez. »« Je le veux, » murmura-t-elle, tellement que ça m'effraie. Ils retournèrent à Londres en fin de soirée, alors que le soleil se couchait déjà, colorant le ciel de teintes roses et dorées. Mary cacha la bague sur une chaîne sous sa robe, sentant son poids frais sur sa peau, un secret qu'elle portait près de son cœur. Quand John la déposa devant la maison des Harrington, il retint sa main dans la sienne. « Demain, dit-il, demain je ferai ma demande officielle, et le monde entier le saura. » « Qu'il le sache, » répondit Mary, et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de l'opinion de la société. Dans la maison, Élisabeth attendait dans le hall, et un seul regard suffit. « Il a fait sa demande, » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Mary hocha la tête, incapable de retenir un sourire. Élisabeth la serra dans ses bras, riant et pleurant à la fois. « Je suis si heureuse. Heureuse pour toi. Si heureuse, Mary, tu le mérites. Mary, tu mérites tout le bonheur du monde. » Cette nuit-là, Mary resta assise près de la fenêtre de sa chambre, tenant la bague dans sa main, observant la lumière de la lune se réfracter dans l'émeraude. Demain, une nouvelle vie commencerait. Demain, elle cesserait d'être la parente pauvre, l'ombre en marge de la société. Demain, elle deviendrait une fiancée. Et bientôt, une épouse. Effrayant? Oui, mais excitant et joyeux à la fois. Elle passa la bague à son doigt, la regardant scintiller. La maison près de la mer qu'il avait promise. Une vie pleine d'amour et de respect. Une chance de tout recommencer. À 35 ans, Mary Alton obtenait ce dont elle avait cessé de rêver. Et elle se jura de le garder, de le chérir, d'en apprécier chaque instant. Car les miracles sont rares. Et quand ils se produisent, il ne faut pas les laisser passer. Le matin commença par l'incapacité de Mary à boutonner sa robe. Ses mains tremblaient si fort que les boutons lui glissaient des doigts. Anna l'aida patiemment, sans poser de questions, bien que Mary ait vu la curiosité dans les yeux de la femme de chambre. Aujourd'hui, John viendrait parler à Charles. Officiellement. Correctement. Et après cela, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Elle enfila une robe de soie gris-bleu, l'une des rares robes convenables qu'elle possédait. Coupe simple, finition modeste, mais la couleur était douce, apaisante. Elle coiffa ses cheveux simplement, sans fioriture. La bague était cachée sur une chaîne sous sa robe, son poids contre son cœur. Dans la salle à manger, Charles lisait le journal du matin en buvant son café. Élisabeth tripotait nerveusement ses toasts sans y toucher. Thomas réclamait de l'attention, mais la nounou le ramena à la nurserie. « Monsieur Farley a demandé une audience à 10 heures, » dit Charles en pliant son journal. Il regarda Mary par-dessus ses lunettes. « Je suppose que je sais de quoi il veut parler. »« Oui, » répondit doucement Mary. « Et tu es d'accord ?» demanda-t-il sans détour. « Parce que je ne permettrai à personne de te forcer. Que tu sois ma parente ou non, même si cet homme est riche comme Crésus. » Une chaleur se répandit dans la poitrine de Mary face à sa sollicitude. Charles était un homme bon, malgré son ennui et son obsession pour les chevaux. « Je suis d'accord, » dit-elle fermement. « Plus que d'accord. Je le veux. » Charles hocha la tête. « Alors je l'écouterai.
Et si ses intentions sont sérieuses, s'il peut subvenir à tes besoins dignement, je donnerai mon consentement. Élisabeth saisit la main de Mary sous la table et la serra si fort que cela fit mal. Mais c'était une bonne douleur, un rappel que c'était réel. 10 heures sonnèrent à l'horloge de la cheminée lorsque l'équipage de John s'arrêta devant la maison. Mary regarda par la fenêtre du salon comment il descendait. Un frac vert foncé, impeccablement repassé, des bottes cirées, les cheveux peignés, mais une mèche tombait toujours sur son front. Il tenait à la main un bouquet de roses, pas énorme mais raffiné, des roses blanches et crème avec un feuillage sombre. Le majordome le conduisit dans le bureau de Charles et la porte se referma. Mary et Élisabeth restèrent dans le salon, essayant de faire semblant de broder. Mais les aiguilles restaient suspendues en l'air, les yeux rivés sur la porte fermée du bureau. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Mary entendait des voix étouffées, le baryton grave de John, la voix plus basse de Charles. De quoi parlait-il? Qu'exigeait Charles? Que promettait John? Enfin, après 20 minutes angoissantes, la porte s'ouvrit. Charles sortit le premier, son visage impénétrable. Derrière lui, John, pâle, mais le dos droit. « Lady Mary, dit Charles formellement, pourriez-vous vous joindre à nous ?» Les jambes de Mary lui obéissaient à peine, alors qu'elle entrait dans le bureau. La pièce sentait le fumet de cigares et les reliures en cuir. Sur le bureau massif, 2 verres de Porto étaient posés, un signe que la conversation s'était bien passée. « Monsieur Farley a demandé votre main, » dit Charles sans préambule. Il a exposé sa situation financière, qui, je dois l'admettre, est très impressionnante. Il a proposé un contrat de mariage généreux, qui vous mettra à l'abri même en cas de circonstances imprévues. Il marqua une pause. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont il a parlé de vous. Pas comme d'une acquisition, ni comme d'une alliance d'intérêts. Il a parlé de vous comme d'une femme qu'il respecte et aime. Ce dernier mot sonna maladroit dans sa bouche, mais sincère. C'est pourquoi je donne mon consentement. Si c'est vraiment ce que vous voulez, Mary. Mary regarda John. Il se tenait immobile, les poings serrés, le regard plein d'espoir et de peur. « C'est ce que je veux, » dit-elle, plus que tout au monde. Le sourire de John fut la récompense de toutes ces années de solitude. Charles s'éclaircit la voix. « Alors je vous félicite tous les deux. Élisabeth, appela-t-il, apportez le champagne. Nous allons avoir un mariage. » Élisabeth fit irruption dans la pièce, riant et pleurant, serrant Mary dans ses bras, puis John, puis de nouveau Mary. Le majordome apporta le champagne, et ils burent à la santé des futurs époux. Mais le véritable moment eut lieu lorsqu'ils se retrouvèrent seuls quelques minutes dans le jardin, où Mary était sortie pour prendre l'air, suivie par John. « Tu as dit oui à Charles, » murmura-t-il en l'attirant contre lui. « Dis-le-moi. »« Oui » répondit-elle en le regardant dans les yeux. « Oui, John. 100 fois oui. » Il l'embrassa alors, pour de vrai. Pas un baiser chaste sur le front, mais un vrai baiser passionné. Ses lèvres étaient chaudes, exigeantes, et Mary se perdit dans des sensations qu'elle pensait ne jamais connaître. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. « Quand pourrons-nous nous marier ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je ne veux pas attendre. »« 1 mois ?» répondit-elle. Charles a dit qu'il fallait du temps pour les préparatifs, pour l'annonce dans les journaux. « 1 mois », répéta John. « Je survivrai 1 mois, mais pas un jour de plus. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans Londres comme une traînée de poudre. L'annonce parut dans le Morning Post le lendemain. Monsieur John Farley et Lady Mary Alton annoncent leur fiançailles. Le mariage aura lieu en juin. La réaction fut prévisible. « Avez-vous entendu ?» chuchotèrent les dames derrière leurs éventails, lors d'une autre réception. « La vieille fille Alton est ce parvenu des Indes. Inouï !»« On dit qu'il a 34 ans, » ajoutait une autre. Il aurait pu choisir n'importe qui. Pourquoi une femme de son âge? Mais il y avait d'autres voix. « Je les ai vus ensemble, » dit Lady Bentley, une veuve âgée à l'esprit vif.
Il la regarde comme si elle était été la seule femme au monde. Quand mon mari était en vie, il me regardait ainsi. C'est rare, le véritable amour. Et elle s'est épanouie, ajouta Mrs. Pemberton. L'avez-vous vue au thé de la duchesse? Elle rayonnait. Je ne l'ai pas reconnue. Mary rayonnait en effet. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau. John venait chaque matin, parfois avec des fleurs, parfois avec des livres qu'il pensait qu'elle aimerait. Il se promenait dans le parc, visitait des galeries, sortait de la ville. Mais le plus important, c'est qu'il parlait. Du passé, de l'avenir, des rêves et des peurs. John lui parla de la maison qu'il avait achetée. Non pas à Londres, mais dans le Sussex, une vieille demeure en pierre, sur une falaise avec vue sur la mer. Comme dans le Devonshire, dit-il. Je voulais que vous ayez de nouveau une vue sur la mer. Mary pleura de bonheur ce jour-là. Ils choisirent ensemble les meubles, les tissus pour les rideaux, la vaisselle. John insistait pour qu'elle prenne toutes les décisions. C'est ta maison, disait-il. Je veux que chaque recoin te ressemble. Mais tout n'était pas idyllique. Une semaine avant le mariage, ce que Mary craignait arriva. Ils étaient à une exposition à Somerset House lorsqu'ils tombèrent sur un groupe de jeunes aristocrates menés par le capitaine Browning. Avec eux se trouvait une jeune femme en robe rose vif, Lady Charlotte Ashford, une débutante de la saison, belle et sûre d'elle. « Farley !» s'exclama Browning. « Et votre fiancé, quelle surprise de vous voir ici. »« Capitaine !» acquiesça froidement John. Lady Charlotte examinait Mary avec un mépris à peine dissimulé. « C'est donc la fameuse Lady Mary, lança-t-elle. Vous savez, monsieur Farley, la rumeur court en ville que vous avez perdu la raison sous la chaleur des Indes. Maintenant, je vois qu'elle est fondée. » Mary sentit le sang quitter son visage. Mais avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, John s'avança. « Lady Charlotte !» Sa voix était basse, mais d'acier. « Je vous donne une seule chance de vous excuser auprès de ma fiancée. Une seule. » La jeune fille renifla. « Et m'excuser de quoi? De dire la vérité? Tout le monde sait que c'est une vieille fille sans le sou qui... » Assez. John se tourna vers Mary, lui prit la main. « Nous partons. Ces gens ne méritent pas notre temps. » Mais Mary l'arrêta. Quelque chose en elle se redressa, se renforça. Elle regarda Lady Charlotte, ce visage jeune, beau et cruel. « Vous avez raison, » dit calmement Mary. « Je suis une vieille fille, j'ai 35 ans. Je n'ai ni fortune, ni titre. J'ai vécu 15 ans dans l'ombre, me considérant comme personne. » Elle marqua une pause. Mais ensuite, j'ai rencontré un homme qui a vu en moi ce que j'avais cessé de voir moi-même, qui apprécie l'intelligence plus que des joues roses, qui comprend que la beauté n'est pas l'absence de rides, mais la profondeur de l'âme. J'ai pitié de vous, Lady Charlotte, car avec votre beauté et votre cœur cruel, vous ne connaîtrez jamais le véritable amour. Un silence s'installa. Lady Charlotte ouvrit la bouche, mais ne trouva pas ses mots. Le capitaine Browning rougit. John serra la main de Mary, et ses yeux brillaient de fierté. « Allons, ma chère, » dit-il. « Nous avons un mariage à préparer. » Ils partirent, laissant le groupe dans un silence stupéfait. Dehors, John s'arrêta et attira Mary contre lui. « Tu as été magnifique, » murmura-t-il. « Mon Dieu, comme je t'aime. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots à voix haute. Mary le regarda, et les larmes coulaient sur ses joues. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Tellement que je ne sais où mettre tout cet amour. » Le jour du mariage arriva par une claire matinée de juin. La petite église de Mayfair était décorée de roses blanches et de lierres. Il y avait peu d'invités, seulement les plus proches. Charles Sakaek et Elizabeth avec leurs enfants, quelques amis de John Venus des Indes, la vieille Lady Bentley, qui avait envoyé à Mary une lettre aimable après l'annonce des fiançailles. Mary se tenait devant le miroir dans la chambre de la mariée, regardant son reflet. La robe était simple, mousseline blanche à taille haute, manches longues, décolleté modeste. Mais sur sa tête, une couronne de roses fraîches, blanches et crèmes. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en vagues sur ses épaules. Pas de maquillage, juste le fard naturel de l'émotion.
Tu es magnifique, murmura Élisabeth en ajustant le voile. La plus belle mariée que j'ai jamais vue. Je suis une vieille mariée, rit Mary, mais sans amertume. Qui se marie à 35 ans? Une femme qui a attendu le bon, répondit Élisabeth. Mieux vaut tard et bien que tôt et mal. La musique retentit dans l'église. Charles offrit son bras à Mary pour la conduire à l'autel. Prête? Demanda-t-il. Plus que jamais, répondit-elle. Les portes s'ouvrirent et Mary le vit. John se tenait près de l'autel dans un frac noir impeccable. Mais son expression était loin d'être cérémonieuse. Il la regardait comme si elle était un miracle, une apparition, la réponse à une prière qu'il ne savait pas avoir formulée. Pas à pas, Mary remonta l'allée, lentement, savourant chaque instant. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, colorant tout de teintes d'or et de bleu. L'orgue jouait, mais elle entendait à peine la musique. Il n'y avait que lui, son regard, son sourire. Quand elle arriva à l'autel, John prit sa main dans la sienne, et Mary sentit qu'elle était rentrée chez elle. Le prêtre commença la cérémonie, mais les mots passaient sans qu'elle les saisisse. Mary se concentra sur la main chaude qui tenait la sienne, sur le visage de l'homme qui, dans quelques minutes, deviendrait son mari. « Et consentez-vous, Mary Elizabeth Alton, à prendre cet homme pour légitime époux ?» La voix du prêtre la ramena à la réalité. « Je le veux, » dit-elle, la voix claire et ferme. « Consentez-vous, John William Farley, à prendre cette femme pour légitime épouse ?»« Je le veux. » Sa voix tremblait d'émotion. Les alliances. John lui passa l'alliance au doigt, un simple anneau d'or qui reposait à côté de l'émeraude de fiançailles. Elle lui passa l'alliance au doigt, et ses mains ne tremblaient plus. « Par le pouvoir qui m'est conféré par l'Église et par la loi, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » John l'attira contre lui, et le baiser fut tendre, prometteur, plein d'amour. Des applaudissements retentirent autour d'eux. Mais pour Mary, il n'y avait que cet instant, ses lèvres sur les siennes, ce sentiment de plénitude. Quand ils sortirent de l'église, le soleil brillait si fort que Mary dut plisser les yeux. John l'aida à monter dans la calèche décorée de fleurs. « Mrs. Farley ?» dit-il en essayant son nouveau nom. « Comment cela sonne-t-il ?»« Parfaitement, » répondit-elle. « Absolument parfaitement. » La calèche ne les conduisit pas à la maison des Harrington, où devait avoir lieu un petit déjeuner, mais à travers tout Londres, vers le sud, vers la côte. « Où allons-nous » demanda Mary, bien que son cœur connaisse déjà la réponse. « À la maison » dit simplement John. « Je veux que nous passions notre première nuit dans notre maison, dans ta maison. » Ils roulèrent pendant plusieurs heures, et le soleil déclinait déjà lorsque la mer apparut. D'abord une fine ligne bleue à l'horizon, puis de plus en plus proche, jusqu'à ce qu'ils tournent sur une route privée menant à une falaise. Et là, au bord de la falaise, se trouvait la maison. De la pierre grise, couverte de lierre, de hautes fenêtres donnant sur la mer, exactement comme Mary avait décrit la maison de son enfance. John, souffla-t-elle. « C'est la maison, » termina-t-il. « Notre maison. » Ils descendirent au pied de la calèche, et le vent du soir, venant de la mer, les enveloppa de fraîcheur et d'une odeur de sel. Des mouettes tournoyaient au-dessus de l'Ohio, leurs cris se mêlant au bruit des vagues. John prit Mary dans ses bras. La tradition voulait qu'il porte la mariée pour franchir le seuil. Elle rit, l'enlaçant par le cou. « Je suis trop lourde. »« Tu es parfaite, » objecta-t-il en la portant facilement à l'intérieur. À l'intérieur, tout était prêt. Des bougies brûlaient dans les candélabres, un feu crépitait dans la cheminée du grand salon, un dîner était servi sous des cloches en argent sur la table. Les domestiques avaient dû travailler toute la journée pour que tout soit parfait. Mais Mary remarqua à peine le luxe. Elle se dirigea vers les fenêtres, les ouvrit en grand, respira l'air marin. « Je suis chez moi, » murmura-t-elle. « Pour la première fois en 15 ans, je suis chez moi. » John s'approcha par derrière, l'enlaça, et ils restèrent ainsi,
regardant la mer colorée par le coucher du soleil de teintes roses et dorées. « Ce n'est que le début, dit-il doucement, de notre voyage, de notre vie. »« Je sais, répondit-elle en s'appuyant contre lui, et je n'ai plus peur. Avec toi, je n'ai peur de rien. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon, jusqu'à ce que les premières étoiles s'allument dans le ciel. En bas, les vagues se brisaient sur les rochers, un rythme éternel rappelant que la vie continue, que le temps passe, que chaque instant est précieux. Mary Farley, elle portait désormais ce nom, regarda les bagues à son doigt. L'émeraude scintillait à la lumière des étoiles, et elle se souvint d'elle-même un mois plus tôt. Une femme en robe grise, debout contre le mur d'une salle de bal, convaincue que la vie était passée à côté d'elle. Comme elle s'était trompée. La vie ne commence pas à 17 ans et ne se termine pas à 30. La vie commence quand on trouve le courage d'ouvrir son cœur, quand on cesse de se cacher dans l'ombre et qu'on sort à la lumière. « À quoi penses-tu » demanda John en l'embrassant sur la tempe. « Et je pense que j'ai 35 ans, répondit-elle, et que mon histoire ne fait que commencer. » Il la tourna vers lui, et il y avait tant d'amour dans ses yeux que le cœur de Mary se serra de bonheur. « Alors écrivons-la ensemble, dit-il, chaque page, chaque chapitre, jusqu'à la toute fin. »« Jusqu'à la toute fin, répéta-t-elle. Et quand il l'embrassa sous le ciel étoilé, au son de la mer, dans la maison qui était devenue la sienne, Mary sut une chose avec une certitude absolue. L'amour ne demande pas l'âge. Il ne demande que l'ouverture du cœur. Et son cœur, enfin, était ouvert.